Il est 22 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. La représentation nationale a tenu aujourd'hui sa 4e séance de la première session ordinaire du Parlement pour l'année 2024. Le ministre de l'Éducation nationale a participé à la cérémonie d'ouverture de la 2e session du forum intitulé « Façonner l'avenir en Russie ». Et dans l'actualité internationale, la G7 s'ouvre aujourd'hui en Italie avec l'Ukraine et Gaza à l'ordre du jour. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Nous entamons cette édition avec ce communiqué dont voici la teneur. Je cite, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, s'est rendu à Addis Abeba aujourd'hui où il était porteur d'un message du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, adressé au Premier ministre de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, Dr Abiy Ahmed Ali. Ce fut l'occasion de passer en revue les questions bilatérales ainsi que les défis auxquels fait face notre sous-région. Fin de citation. C'était dans les titres. La représentation nationale a tenu aujourd'hui sa 4e séance de la première session ordinaire du Parlement pour l'année 2024. Le président de l'Assemblée nationale d'Ileta, Mohamed Ileta, a présidé cette 4e séance pour l'année 2024 avec la participation du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, des membres du gouvernement et de l'ensemble des parlementaires. Dans son allocution d'ouverture, le président d'Ileta a déclaré l'ouverture de cette séance plénière. Il a ensuite invité les différents rapporteurs à prendre la parole pour exposer leur rapport sur les projets de loi qui avaient été examinés en commission. La plénière avait pour ordre du jour l'examen en commission de 6 projets de loi soumis à l'examen de la représentation nationale. Les députés ont interpellé l'exécutif sur les textes de loi inscrits à l'ordre du jour. Face aux interrogations, les membres du gouvernement ont fourni des éléments de réponse ainsi que des informations complémentaires sur les projets législatifs. Prenant la parole, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a abordé le volet diplomatique en exposant les tenants et aboutissants du projet de loi autorisant la ratification du traité établissant l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD. Ce traité vise à mieux coordonner les efforts régionaux pour relever les défis communs, notamment les changements climatiques, la gestion des ressources naturelles et la sécurité alimentaire. Il a souligné également l'importance de ce traité pour la République de Djibouti, pays qui abrite le siège de l'IGAD. Profitant de cette occasion, le Premier ministre a exprimé ses vœux les plus sincères à l'occasion de l'Aïd al-Adha et après les votes et l'adoption des textes de loi inscrits à l'ordre du jour, le président d'Ileta, dans son allocution, s'est exprimé au nom de la représentation nationale et en son nom propre. Il a déclaré donc une heureuse fête de l'Aïd al-Adha à l'ensemble de la nation djiboutienne, formulant des vœux de prospérité, de santé et de bonheur pour toute la République de Djibouti. Il a adressé également des souhaits chaleureux au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh ainsi qu'à la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd. Ces vœux s'étendent également aux parlementaires et à leurs familles respectives, célébrant l'unité et la solidarité qui sont les piliers de notre nation. Écoutons à présent le discours d'ouverture de cette séance plénière prononcé par le président de l'Assemblée nationale. La séance est ouverte. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue pour cette 4e séance publique. L'agenda comporte les projets suivants. Premier projet de loi 115 AN 24 9e législature portant ratification de l'accord de financement concessionnel au projet d'appui aux filières d'agrobusiness de Djibouti. Projet de loi 120 AN 24 9e législature portant ratification de l'accord de financement additionnel pour le projet de la gestion économique et développement des statistiques. Projet de loi 62 AN 24 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'École nationale d'études juridiques pour l'exercice 2021. Projet de loi 63 AN
24, 9e législature, portant approbation du compte financier de autorisation, projet 116, autorisant la ratification du traité portant création de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD. Et enfin, projet de loi 121 AN 24, 9e législature, portant adoption de la stratégie nationale des protections sociales non contributives pour le renforcement du capital humain 2023-2027 de la République de Djibouti. Nous débutons d'abord par 2 séances de ratification d'accords de financement. Projet de loi 115 AN 24 de législature portant ratification de l'accord de financement concessionnel au projet d'appui aux filières d'agrobusiness. Et les parlementaires, durant cette séance plénière, n'ont pas manqué d'interpeller les membres du gouvernement sur les différentes questions qui étaient à l'ordre du jour. Monsieur le ministre, nous reconnaissons pleinement la portée positive de ces projets sur les filières agricoles résilientes, tout en sachant que la réalisation apportera une contribution significative à diminuer le risque d'insécurité alimentaire dans notre pays. Monsieur le ministre, vous avez souligné que les projets visent un renforcement des capacités producteurs agricoles nationaux qui bénéficieront à travers ces projets une mise à disposition des infrastructures indispensables. Donc, en partant de la réalité actuelle, il existe surtout au milieu rural des types d'agriculture, agrobusiness et agropastoralisme, sachant que l'agrobusiness regroupe les entités agricoles qui écoulent les récoltes, que ce soit fruits et légumes sur le marché local. L'autre catégorie consiste des éleveurs pastoraux qui exercent une agriculture de subsistance car les récoltes ne servent qu'à nourrir leurs familles et bétail. À cet égard, Monsieur le ministre, comment comptez-vous intégrer ces 2 composantes dans le financement de leur exploitation agricole à travers ces projets phares? Merci, Monsieur le ministre. La région de Dekil, grâce à une disponibilité d'une nappe phréatique facilement mobilisable, était considérée comme une région à potentialité agricole. Or, quand on lit en tout cas le document du projet, des secteurs de cette région n'apparaissent pas parmi les zones retenues comme des zones de croissance prioritaires. Ce financement est un prêt et normalement, ce budget devrait financer les besoins prioritaires des producteurs. La question, quelles sont les études qui justifient les bien fondés des composantes du projet? Je voudrais dire que ce projet, ce n'est pas un projet comme nous avions l'habitude de présenter à l'Assemblée nationale. Ça, c'était un projet dont le premier axe stratégique de ce pays, du ministère de l'Agriculture, c'était l'amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables. Nous avions 70% de nomades, exode rural, pour empêcher le nomade de remplir le rang des chômeurs et de venir à la capitale. Nous voulions les sédentariser. Là où il y a des écoles, au niveau des bassins versants, nous faisons une agriculture, ce qu'on appelle, comme il a dit le député Sekiye, agropastoralisme. Pour les sédentariser, pour que leurs enfants puissent aller à l'école, qu'il n'y ait pas une mentalité d'assister, pour qu'eux aussi, ils puissent bénéficier des centres de communautaires de santé qui se trouvent à cet endroit. Pour qu'ils puissent avoir des revenus décents pour améliorer les conditions de vie des groupes vulnérables. Je n'ai pas dit que Gobaad est exclu. Même le Premier ministre m'avait interpellé. Nous avons appelé la BAD. 13 forages, 13 études géophysiques. C'est l'endroit qui a le plus de potentiel sur l'ensemble du territoire qui va bénéficier du périmètre agricole. Et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a également réagi face aux interrogations des honorables parlementaires. Monsieur le ministre, vous avez souligné dans votre exposé des motifs
que les pays membres de l'IGAD se dotent d'un cadre légal réactualisé capable de répondre avec ambition et défi. Cependant, en partant de la réalité que les pays membres de l'IGAD n'ont pas les mêmes spécificités juridiques au niveau des cadres légaux, et sachant que les méthodes en vigueur sont reflétées par une diversité linguistique dominée par l'usage de l'anglais, Djibouti, c'est le pays francophone sur 8 membres de l'IGAD. Donc, comment comptez-vous être en face à ce processus en réactualisant juridique une fois le traité ratifié? Monsieur le ministre, vous avez évoqué dans vos exposés le développement durable, qui est un concept très important pour le progrès des nations. À cet égard, quels sont réellement les programmes prévus par ces traités pour contribuer à faire avancer le développement durable des pays membres de l'IGAD? Les réformes qui sont engagées par l'IGAD depuis sa création, d'un point de vue des structures, on a créé ce qu'on appelle l'intégration du CVE, c'est le Centre de lutte contre l'extrémisme violent, plus le IFFS. C'est quoi? C'est le Centre de formation diplomatique. Les deux structures sont basées à Djibouti. Bien sûr qu'on a créé aussi la création de 2 postes de secrétaire général adjoint, création de nouvelles directions, l'académie de leadership, la direction des affaires sociales. Et sur les procédures, il y a eu ce qu'on appelle la présidence tournante annuelle, donc le principe de rotation, et le principe des sanctions pour les pays qui accusent des arriérés de contributions. Vous avez aussi parlé, compte tenu que les pays de l'IGAD sont en majorité des pays anglophones, comment Djibouti se retrouve-t-elle? Non, ils ne sont pas tous anglophones. Il y a des pays qui sont arabophones, comme les nôtres, comme le Soudan, qui sont arabophones. Donc, on a ajouté dans les langues des pays de l'IGAD l'arabe. Maintenant, il y a l'anglais, le français et l'arabe. Les 3 langues sont officielles au sein de l'IGAD. Donc, même si nos cadres qui travaillent au sein de la structure parlent en général les 3 langues, ça ne veut pas dire que c'est l'anglais si c'est l'anglais parce qu'il y a beaucoup de pays qui parlent anglais. Nous aussi, on parle français dans cette structure et il y a des traductions simultanées qui se font. Donc, il n'y a pas de raison de dire que comment Djibouti va se retrouver dans ce pays-là. La nouvelle structure aussi, il va occasionner une augmentation de 13,5%. Et le nouveau siège qui a commencé déjà derrière la mosquée, comme vous la connaissez, va donc abriter le nouveau bâtiment de l'IGAD. Et le financement sera à la charge des pays d'abord. Il y aura une contribution. Une autre partie sera recherchée au niveau des dons, au niveau de nos partenaires économiques. Et ce nouveau siège permettra donc de pérenniser la présence des l'IGAD dans notre pays. Et je pense que les membres du gouvernement ont répondu quand même à vos attentes. Maintenant, je voudrais vous souhaiter à tous une bonne fête de l'Aïd al-Adha qui aura lieu donc dimanche prochain. Et donc, c'est pour cela que je me suis levé pour vous souhaiter une bonne fête. N'oubliez pas aussi que samedi, c'est Wuqouf Arafah. C'est le jour où certaines personnes jeûnent. Je vous remercie.
Et enfin, le président de l'Assemblée nationale, le président d'Ileta, a clos les échanges et débats de cette séance. Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, comme je le disais tantôt, les stratégies nationales de protection étaient le dernier point, la fin de notre plénière. Avant de lever la séance, je tenais à souhaiter, au nom de la représentation nationale et à mon nom propre, bonne fête de la Eid al-Adha, prévue du samedi à dimanche prochain. Permettez-moi également d'exprimer mes vœux de prospérité, de bons sentiers, de beaucoup de joie pour la nation djiboutienne, la République de Djibouti. Je souhaite également souhaiter la bonne fête pour le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et la Première Dame, Madame Khadra Mahmoud Hed, ainsi qu'à tous nous tous ici présents et à nos familles respectives. Eid Sini Lem'aï, Eid Wanaksan, Eid Mubarak. Sur ce, la séance est close. Et nous poursuivons avec ce communiqué qui nous est parvenu du ministère de l'Intérieur qui communique que la journée du samedi 15 juin prochain correspondant au jour de Yom Arafat ainsi que les journées de dimanche 16 et lundi 17 juin 2024, jour de la Eid al-Adha, seront fériés, chômés et payés. Dans l'actualité, toujours en Russie, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a participé à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session du forum intitulé « Façonner l'avenir ». Ce deuxième forum qui s'est tenu les 10 et 11 juin à Kazan, capitale de la région du Tatarstan, a réuni les ministres de l'Éducation et les chefs de délégation de plus de 39 pays. Le forum a porté sur les questions liées aux défis actuels de l'environnement éducatif international ainsi que sur le rôle de l'éducation dans le développement économique. Ce forum a également été l'occasion pour les participants de partager leurs expériences et les bonnes pratiques. Et lors de la cérémonie d'ouverture du forum, le vice-président de la Fédération de Russie a pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux membres des différentes délégations et a souligné que la Russie est ouverte à une coopération globale dans le domaine éducatif et est par conséquent prête à partager son expérience riche et unique avec les membres des participants à ce forum. Le représentant du ministre des Affaires étrangères ainsi que le président de la région ont à tour de rôle pris la parole, suivi par le discours du ministre de l'Éducation de la Fédération de Russie. Les différents ministres de l'Éducation des pays invités ont à leur tour pris la parole pour remercier leurs hôtes pour l'organisation de ce deuxième forum. Quant à notre ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, dans son discours, a rappelé les réalisations et les perspectives de son département au niveau de l'éducation et de la formation professionnelle. Et justement, écoutons à présent l'allocution qu'a prononcée notre ministre de l'Éducation nationale à la tribune de ce deuxième forum. J'ai saisi cette opportunité pour vous adresser mes chaleureux remerciements pour l'accueil chaleureux et fraternel ainsi que l'intention particulière qui nous a été réservée depuis notre arrivée. Mesdames et Messieurs, auguste Assemblée, grâce à la politique éclairée de notre président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui dès arrivé à la magistrature suprême en 1999 a organisé les états généraux de l'éducation nationale qui ont permis l'avènement de notre école djiboutienne et citoyenne en 2000. C'est une école qui répond aux besoins de notre jeunesse et qui leur permet de développer tout leur potentiel. Notre école est obligatoire de 6 à 16 ans et ce depuis l'an 2000. Elle vise à promouvoir nos valeurs sociales, nos richesses culturelles et l'épanouissement de nos enfants avec plus d'autonomie et de créativité. Nos programmes scolaires, nos manuels sont développés et produits à Djibouti par des Djiboutiens et pour des Djiboutiens. Excellences, Mesdames et Messieurs, auguste Assemblée, mon département a pour mandat aussi la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle. C'est une grande responsabilité car nous devons créer un environnement propice à une formation
professionnels de qualité pour répondre aux exigences de notre ambition nationale. En effet, nous voulons faire de Djibouti un hub régional dans le domaine des télécommunications, de la logistique et des finances. De plus, la formation professionnelle doit soutenir la croissance économique du pays qui se situe depuis quelques années, dizaines d'années, aux environs de 6 à 7%. Nous souhaitons, Inch'Allah, de développer une collaboration avec vous dans beaucoup de domaines, notamment la formation des formateurs en pédagogie et didactique, mais également dans le domaine de la prise en charge des enfants au potentiel intellectuel, mais aussi dans la formation professionnelle. Nous souhaiterions nouer une collaboration dans le domaine de la mécanique, de l'électrotechnique, de la robotique, du numérique, tel que la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Le mémorandum d'entente que nous allons signer tout à l'heure constituera une bonne base de notre collaboration future. Et en marge de ce forum, le ministre de l'Éducation nationale a procédé à la signature d'un mémorandum d'entente avec son homologue russe pour le renforcement de la coopération entre les deux ministères. Ce mémorandum va permettre le renforcement de la collaboration entre les deux pays et faciliter ainsi les échanges des expériences dans les différents domaines du système éducatif. Les deux pays s'engagent également à faciliter l'organisation des activités conjointes dans les domaines préétablis par les deux parties donc qui s'engagent à promouvoir une coopération mutuellement bénéfique dans le domaine des différents niveaux d'enseignement ainsi que la formation professionnelle. Ce mémorandum va également permettre l'apprentissage de la langue russe à Djibouti. Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a accompagné ce matin Enrique Razon Jr., président de l'International Container Terminal Service, pour une visite des infrastructures portuaires de Djibouti. M. Razon Jr. a débuté sa visite par le Red Sea World, où il a pu découvrir les installations et les capacités opérationnelles de ce site. Ensuite, il s'est rendu au Djibouti Damer Diop Industrial Park, le DDIP, pour recevoir des informations détaillées sur ce projet stratégique. Après Damer Diop, Razon Jr. a visité la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé et le Doralé Multipurpose Port. Dans chacun de ces sites, les responsables ont présenté les différentes activités et performances de leurs installations respectives. La visite s'est achevée à la Djibouti International Free Trade Zone, au 15e étage de la Djibouti International Tower, en présence du ministre djiboutien de l'économie et des finances, Ilyas Moussa. Une présentation a été faite couvrant les différents projets entrepris par l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti et Great On Investment Holding, ainsi que ceux en cours et à venir. La présentation a mis en lumière le développement du transport multimodal mer-air, la connectivité de Djibouti et la vision de transformer le pays en un hub commercial. En nouvelle nationale, toujours, le gouvernement de Djibouti, à travers le ministère des Infrastructures et de l'Équipement, la Djibouti Port Corridor Road et la délégation de l'Union européenne a lancé aujourd'hui à Grand Hôtel Ayla un système numérique de gestion de flotte de véhicules qui devrait transformer le mouvement des marchandises entre Djibouti et l'Éthiopie. Ce système aura un impact direct sur l'efficacité des marchandises transportées le long des routes du corridor. Cette importante cérémonie a eu lieu donc au Ayla Grand Hôtel. Il
s'agit de la première étape concrète d'un partenariat clé entre l'Union européenne et la République de Djibouti, le soutien de l'Union européenne à la stratégie de l'initiative de la Corne de l'Afrique en collaboration avec le gouvernement de Djibouti et de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. L'Union européenne a engagé 32 millions d'euros dans un programme consacré à la promotion de l'intégration économique régionale dans la Corne de l'Afrique par le développement du corridor de Djibouti mis en œuvre par l'Agence française de développement et Trademark Africa. Le programme vise à améliorer l'efficacité de l'un des corridors économiques les plus fréquentés d'Afrique tout en promouvant un commerce inclusif. L'objectif étant de contribuer à une réduction de 10% des coûts commerciaux, de 15% du temps de change et de 30% des délais de dédouanement à certains points de passage frontaliers. Le programme financé par l'Union européenne augmentera également de 15% les exportations dans les sous-secteurs ciblés et permettra ainsi une croissance de 15% des revenus des groupes vulnérables ciblés, en particulier les femmes dans le domaine du commerce. L'initiative concernant le système de gestion du parc automobile de la route du corridor portuaire de Djibouti, un système numérique de gestion du parc automobile, est la première à être lancée à Djibouti dans le cadre de ce programme. L'objectif de ce système numérique et d'étendre le réseau de terminaux de transmission de véhicules opérant sur le corridor en utilisant la technologie RFID. La gestion de la flotte des camions en transit, ce système vise à accroître l'efficacité des transports, également va réduire le coût et bien sûr va améliorer la sécurité. Cela permettra non seulement de stimuler le commerce entre Djibouti et Éthiopie, mais aussi d'augmenter la productivité et les capacités exportatrices de la République de Djibouti. En conclusion, je souhaite exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont participé, contribué à cette étape du projet. Merci pour votre engagement, votre expertise et votre dévouement. Et suivant à présent les interventions respectives de l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti et du directeur du Djibouti Port Corridor Road. Ce projet à Djibouti et en Éthiopie a été donc financé par l'Union européenne pour un montant total de 32 millions d'euros et s'inscrit dans un soutien beaucoup plus large de l'Union à la région de la Corne de l'Afrique, notamment dans les domaines de la facilitation des échanges commerciaux et de la digitalisation des infrastructures pour améliorer la connectivité infrarégionale et donc la compétitivité de ce secteur, de ce corridor, au niveau régional et continental. Il est précieux, à nos yeux, de soutenir la stratégie Vision Djibouti 2035 via ce projet dans un contexte où il est estimé qu'environ 80% du trafic du port de Djibouti est à destination de l'Éthiopie et environ 95% du trafic à destination de l'Éthiopie passe par ce corridor. Djibouti peut donc, selon son ambition, devenir vraiment le phare de la mer Rouge. Ce projet lancé par le ministère des Infrastructures et de l'Équipement à travers notre structure Djibouti Port Corridor Road s'inscrit dans le cadre de l'initiative de la Corne de l'Afrique lancée en 2019 et s'aligne parfaitement avec les objectifs de Vision Djibouti 2035 sous le leadership éclairé du président de la République de Djibouti, El Hadj Ismaël Omar Guelleh. Ce projet vise à révolutionner la gestion des mouvements des camions, à réduire le coût opérationnel, à accroître la sécurité des transports et à minimiser les émissions de carbone. Pour rappeler brièvement les caractéristiques de ce système permettra un suivi en temps réel, en fournissant des données instantanées sur la localisation des camions et en garantissant ainsi une visibilité totale sur le transport des marchandises. Ces projets aussi, autre avantage aussi, permettra de sécuriser la collecte des redevances d'usage en assurant une collecte précise et sécurisée des redevances. Il augmentera la transparence et l'efficacité. Ce que va apporter ce système, le suivi de camions grâce à la technologie des RFID, c'est que le propriétaire des marchandises éthiopien, parce que aussi propriétaire aussi des camions, pourra suivre le mouvement de son camion
ou le mouvement aussi des marchandises, depuis l'arrivée du navire jusqu'à la frontière djiboutienne, et le système éthiopien en place prendra la relève. Donc, d'une manière générale, le corridor, c'est-à-dire les informations concernant le corridor de Djibouti sera totalement intégré. Et pour sa part, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a déclaré que ce projet était de la plus haute importance pour nos ports et nos zones franches car il représente une avancée significative dans notre système d'interconnexion des communautés portuaires. On écoute le président Hadi. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative de la Corne de l'Afrique lancée en 2019 visant à renforcer l'intégration économique et le développement régional. Cette initiative est le fruit d'une collaboration fructueuse entre Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie, avec le soutien précieux de l'Union européenne. Je profite de cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude à l'Union européenne pour le financement de ces projets ambitieux. Ce système innovant nous permettra de suivre en temps réel les camions de marchandises sur le corridor de Djibouti, optimisant ainsi les opérations de chargement et de déchargement au port de Djibouti. La réduction des temps d'attente, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la sécurisation des informations sur les camions et la cargaison sont des avantages majeurs de ces projets. En facilitant l'échange de données entre différentes entités, ce système renforce la coordination, la transparence dans la gestion des opérations logistiques. Il s'inscrit parfaitement dans notre vision de moderniser et de développer durablement nos infrastructures portières, contribuant à renforcer également nos positions en tant que hub logistique régional. À cet égard, il est crucial de rappeler que ces projets s'inscrivent dans la vision de notre président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, de faire de Djibouti un hub logistique régional et international. Et c'est le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim, qui a clôturé donc la série des interventions de cette cérémonie. On l'écoute. Cette initiative est le fruit de la collaboration entre Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie, avec le soutien précieux de l'Union européenne et de l'Agence française de développement et de Trademark Africa. Le corridor Djibouti est une artère vitale pour notre économie. En introduisant cette technologie RFID, nous faisons un pas décisif vers une logistique plus efficace, plus sûre et plus moderne. Ce système nous permettra de suivre les camions en temps réel, de réduire les temps d'attente et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Il facilitera également l'intégration et l'interopérabilité entre les différentes entités régionales, renforçant ainsi notre position stratégique. Ces projets s'inscrivent pleinement dans la vision Djibouti 2035, notre feuille de route pour un développement durable et inclusif. Initiée par son Excellence le Président Ismaël Omar Guelleh, la vision Djibouti 2035 aspire à transformer notre pays en un centre de commerce et de logistique de classe mondiale, tout en assurant un développement économique, social et environnemental équilibré. Cette vision audacieuse est notre boussole, guidant nos efforts pour construire un avenir prospère pour tous les Djiboutiens. Les avantages de ces projets sont nombreux et significatifs. À 48 heures du début du grand pèlerinage qui coïncide cette année avec le 8 de l'Hajj du calendrier de l'Hégire, le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré, a rencontré ce matin les pèlerins djiboutiens
à leur résidence des pèlerins à la Mecque. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des derniers préparatifs pour le départ à Mina, l'étape qui précède le jour de Arafat. Lors d'une réunion tenue par le ministre en marge de cette visite, il a entendu des avis des pèlerins sur les préoccupations et a répondu à leurs questions. Au cours de cette visite, le ministre a donné les dernières instructions aux pèlerins pour qu'ils se concentrent sur l'accomplissement de leurs devoirs religieux, ici donc le pèlerinage. Il les a rassurés sur la fourniture de toutes les facilités pendant leur séjour dans les lieux saints. Il les a exhortés à faire preuve de solidarité et à aider les plus faibles d'entre eux pendant ce voyage béni. Il a souligné la responsabilité du ministère de répondre à tous les besoins des pèlerins et de les guider à travers donc les programmes de sensibilisation proposés par les responsables de la mission du Hajj. Et le ministre Moumin Hassan Barré a également rencontré par la suite les responsables de la société de services dans les lieux saints de la Mecque. Les responsables de la société ont passé en revue l'état des services qu'ils avaient préparés pour les pèlerins, les moyens de transport jusqu'aux tentes de Mina et Arafat et tous les accompagnants des installations dans le cadre du contrat conclu avec le ministère pour assurer le confort des pèlerins pendant leur présence et l'accomplissement de leurs devoirs religieux dans les lieux saints. Cette société offre les services aux pèlerins des pays arabes pour répondre à leurs besoins et se coordonne avec les autorités du Hajj en termes de documents et d'exigences administratives pour garantir que les déplacements des pèlerins soient fluides et pratiques. Le ministre était accompagné lors de ce déplacement par le chef de la mission des pèlerins djiboutiens et un certain nombre de hauts cadres du ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Bahdoun, a reçu dans son cabinet en visite de courtoisie une délégation du Centrafrique conduite par le ministre de l'économie numérique, des postes et des télécommunications, Justine Gourma-Zako. Le ministre de la Communication a souhaité la bienvenue à son homologue, le ministre de l'économie numérique, des postes et télécommunications centrafricains. Les deux parties ont convenu de conjuguer leurs efforts afin de rehausser le niveau de leur coopération en matière de télécommunications. L'entretien s'est déroulé en présence de hauts cadres du ministère de la Communication et parmi le directeur de la Communication et des médias, Ibrahim Meir, et le directeur du développement des technologies de l'information et de la communication. Sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, plusieurs dizaines des jeunes des CDC d'Ali Sabié et de Demerjog ont visité hier le mémorial du barrage de Djibouti, EGA, à l'occasion des célébrations commémoratives du 47e anniversaire de l'indépendance nationale et dans le cadre du lancement des journées portes ouvertes qui se dérouleront du 12 au 26 juin 2024. La ministre a fièrement accueilli et salué le jeune, les exhortant à partager l'histoire des moments forts qui nous ont permis d'acquérir notre souveraineté nationale. Cette visite a offert une opportunité éducative unique aux jeunes et l'occasion de découvrir plus en profondeur l'histoire de Djibouti et le rôle important que joue le mémorial comme vecteur de conservation et de transmission de la mémoire collective pour la période de 1966 à 1977. Dans cette visite guidée des différents locaux du mémorial, les jeunes ont également pu observer des expositions de photos présentant les épisodes de lutte pour l'indépendance de Djibouti et les affres et sacrifices endurés à cause du barrage de Balbala. Et toujours dans le cadre de cette première journée porte ouverte, les jeunes ont également visionné non seulement des vidéos de répression de l'administration oppressive coloniale, mais surtout apprécié la résilience, l'unité et la solidarité de nos aînés transcendant tout clivage ethnique ou tribal, déterminés à nous affranchir de la puissance colonisatrice, et ceux ont su de nous léguer ce précieux héritage qu'est la souveraineté nationale.
Aujourd'hui, on a l'opportunité de venir ici, le mémorial EGA. Et on a vu le poste de contrôle, l'hommage, l'arbre EGA. Et c'est la première fois que je vois s'émerveiller et les gardes-côtes ont fait un petit sketch, comment les gens passent pour rentrer la ville et les autres qui n'avaient pas de pièces, ils ne rentraient pas. Ils ont fait du geste, c'est émerveillé. Et enfin, ils nous ont projeté un vidéo, ce qui s'est passé avant l'indépendance. Dans le cadre de sa mission de travail, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, de Ali Saïd, a tenu des rencontres importantes. Il a rencontré notamment un représentant de l'Université de Columbia pour discuter des voies et moyens d'une collaboration future dans le domaine de l'éducation au profit des personnes en situation de handicap. De plus, il a eu également une rencontre bilatérale avec la délégation du Brésil portant sur les expériences respectives de chaque pays dans le domaine du handicap et sur une future collaboration visant à échanger des bonnes pratiques. Un accord de coopération est en cours également de signature avec le Brésil. Le séminaire des écoles de sécurité et de défense de la direction de coopération de sécurité et de défense est ouvert hier au centre de conférence de la gendarmerie nationale au PK23, présidé par le général de corps d'armée Régis Kolkombe, directeur de la coopération de sécurité et de défense. Cet important événement a réuni, en plus des officiels du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, de l'Agence française de développement et d'UNITAR, 21 directeurs généraux ou représentants des écoles de sécurité et de défense installés essentiellement en Afrique, ainsi que 23 directeurs des études et chefs de projet français en poste dans ces pays. Cet événement annuel, qui est à sa 4e édition, est un cadre unique de rassemblement et d'échange entre des dirigeants de ces écoles de sécurité et de défense de la DCSD, dans l'objectif de réfléchir à l'optimisation de cet exceptionnel réseau de partenariat. Après les discours d'ouverture, plusieurs présentations ont suivi, notamment des chefs de délégation, des officiers nationaux de la gendarmerie et de la police nationale ayant participé à des formations de stages organisés, ont témoigné de la qualité des enseignements qu'ils ont pu acquérir. Et cette première journée de travail s'est clôturée par l'échange des cadeaux et la traditionnelle photo de famille. Suivons à présent les interventions de la conseillère à l'ambassade de France et du général de corps d'armée. Particulièrement heureuse et honorée de m'exprimer devant vous pour l'ouverture de ce 4e séminaire annuel des écoles de sécurité et de défense de la direction de la coopération de sécurité et de défense de notre ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je vous transmets ici collectivement les chaleureuses et amicales salutations de Madame l'ambassadrice de France, Dana Pourcarescu, actuellement retenue pour une mission en France, et je vous adresse en mon nom propre et au nom de l'ambassade de France la bienvenue parmi nous à Djibouti. La coopération de sécurité et de défense est une réalité du quotidien ici à Djibouti, et elle est l'un des piliers particulièrement forts et solides de notre coopération bilatérale. Elle se traduit chaque jour et tout au long de l'année dans les actions de formation, les scolarités dans nos écoles en France ou dans celles du réseau de la DCSD, les missions d'expertise ou bien encore les exercices conjoints qui permettent de répondre au mieux et au plus juste aux besoins exprimés par nos partenaires des institutions sécuritaires et militaires djiboutiennes. Donc tout d'abord saluer et remercier ici l'ensemble de nos partenaires djiboutiens qui nous font l'honneur et le plaisir d'être présents à nos côtés ce matin. Forces armées, gendarmerie et police nationale, protection civile, garde-côtes et aviation civile. D'ouvrir officiellement le 4e séminaire, puisqu'on l'appelle comme ça, de ce réseau qui est magnifique et qui est unique.
Je voudrais m'associer également aux remerciements qui ont déjà été faits pour les autorités djiboutiennes, monsieur le directeur des relations internationales, pour votre hospitalité vraiment chaleureuse, et pour le commandement de la gendarmerie tout spécialement pour mettre à disposition ce magnifique centre de conférence et votre accueil et votre assistance dans le montage de ce séminaire. Mais je voudrais également en profiter pour rendre hommage ce matin à tous nos prédécesseurs, tous ceux qui ont porté, créé et mis sur les fonds baptismaux, si je peux dire, ce formidable réseau qui est unique en son genre. Il n'en existe pas d'autre, qui est chacun de vos centres, de vos écoles de formation est une référence sur le continent, parfois unique. Je pense au centre cyber de sécurité à Dakar, au centre de déminage de Ouida et à bien d'autres. C'est presque 3000 stagiaires par an. C'est quasiment tous les domaines de formation, formation des officiers, formation technique, qui sont couverts. Et c'est surtout, je pense, un formidable brassage et rencontre entre les différents pays dans un moment où cette interconnectivité, où cette nécessité de travailler ensemble devient de plus en plus importante. Le rôle fondamental des écoles de formation se voit tous les jours. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, accompagné de plusieurs officiers de la police, a effectué hier un déplacement dans la sous-préfecture de Mouloud, dans la région de Dikil, pour procéder à une cérémonie de pose d'une première pierre du poste de police de cette sous-préfecture, accueilli par le préfet Hassan Abdi et quelques responsables de la région de Dikil et de la sous-préfecture de Mouloud. Le directeur général de la police nationale a tenu à remercier les habitants de cette localité pour leur accueil chaleureux. À noter que ce projet s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des détachements des polices des régions du Sud. Et le directeur général de la police nationale a profité de ce déplacement à Mouloud pour prendre part aux côtés du secrétaire d'État au sport Hassan Mohamed Kamil au lancement de la première édition du tournoi de football organisé par le comité pour le développement de Mouloud et destiné aux 8 sous-préfectures des 2 régions du sud du pays. Et le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, a exprimé sa grande satisfaction lors de la pose de la première pierre du projet de construction du premier poste de police nationale dans la sous-préfecture de Mouloud. Il a salué le soutien apporté par le directeur général de la société djiboutienne des chemins de fer, le préfet de la région d'Idikil, le sous-préfet de Mouloud, le président du conseil régional ainsi que les habitants. Le directeur général de la police nationale a souligné le rôle majeur que jouera ce poste pour renforcer et consolider la sécurité dans cette sous-préfecture une fois la construction des bâtiments achevée. Dans une démarche visant à promouvoir le bien-être et l'épanouissement des jeunes incarcérés, une délégation conduite par la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Khadiga Ibrahim Idriss, a effectué ce matin une visite au centre pénitentiaire de Gaboud. À cette occasion, des équipements et kits sportifs ont été offert aux jeunes détenus. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général de ce centre pénitentiaire, le colonel Mohamed Younis, ainsi que de divers autres responsables du centre. Les cadres et représentants du secrétariat d'État
au sport ont également honoré l'événement de leur présence, témoignant de l'importance accordée à cette initiative. L'objectif étant de fournir aux jeunes incarcérés des moyens de s'épanouir à travers le sport en leur offrant des équipements sportifs. Le secrétariat d'État au sport entend non seulement les occuper de manière constructive, mais également leur permettre de développer des compétences essentielles telles que l'esprit d'équipe, la discipline et la résilience. La secrétaire générale a souligné l'importance de ce geste, déclarant que le sport peut jouer un rôle crucial dans la réinsertion sociale des jeunes incarcérés. Elle a également rappelé que cette initiative s'inscrivait dans une démarche plus large visant à utiliser le sport comme un outil de transformation sociale et de développement personnel. Au sport, qui nous a mis à notre disposition un don destiné à la population carcérale, particulièrement les jeunes. Ce don est composé des équipements sportifs qui est arrivé à point nommé et au prélude de la Eid al-Adha. Je remercie à travers la secrétaire générale et la délégation et au secrétaire d'État au sport qui œuvrent pour le bien-être de la population carcérale. Nous remercions, nous espérons que cette visite engendrera d'autres actions en faveur des jeunes incarcérés, Inch'Allah. En nouvelles du monde, à présent, le G7 s'ouvre aujourd'hui en Italie avec l'Ukraine et Gaza à l'ordre du jour. Les conflits en Ukraine et à Gaza, les migrations, l'Afrique, l'intelligence artificielle sont au menu de ce sommet qui s'achèvera samedi prochain. Il se tient cette année dans les Pouilles à Fasano, dans un complexe hôtelier grand luxe qui sera jusqu'à samedi l'endroit le plus surveillé de la planète. Le sommet intervient à un moment particulièrement difficile sur la scène internationale. Outre les discussions sur la guerre en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient, la présidence italienne mettra aussi l'accent sur la Méditerranée et l'Afrique ainsi que sur le changement climatique. Une session spéciale sur la régulation de l'intelligence artificielle verra le pape François s'exprimer sur le sujet. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.